Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur la droite des moindres carrés. Voici précisément le théorème qu'on va démontrer. On va choisir n, un entier naturel plus grand que 2, ainsi que x1, xn et y1, yn, deux séries statistiques. Et on va supposer que dans la première série statistique, il y a au moins deux valeurs, c'est-à-dire que les xi ne sont pas tous égaux. Le théorème permet d'affirmer que la fonction qui a un couple a, b de réel associe la somme des yi moins axi plus b le tout au carré, quantité qu'on va noter delta ab par commodité. Cette fonction-là admet un minimum sur R2 qui est atteint en un unique point qu'on va noter A chapeau B chapeau de R2. Avant de se lancer dans une quelconque démonstration, il va s'agir dans un premier temps de comprendre quelle est cette quantité, ici, qu'on calcule comme somme de carrés de certaines différences. Pour ça, je vais te proposer une illustration. On va supposer, pour simplifier la chose, que nos séries statistiques comportent chacune 4 éléments, qu'on va représenter pour la première sur l'axe des abscisses, et pour la deuxième sur l'axe des ordonnées. Cela nous permet finalement de représenter les deux séries statistiques conjointement par un nuage de 4 points. Maintenant, ce qu'on peut observer, avant même d'introduire des fonctions étranges à plusieurs variables, c'est que plus on augmente sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire pour les x, plus on a tendance à augmenter sur l'axe des ordonnées. Alors je dis pas plus on augmente, puisqu'on voit par exemple que y2 est plus grand que y3, alors que x2 est plus petit que x3, mais ça a l'air d'être une tendance générale. Donc ce qu'on pourrait avoir envie de faire, à partir de ce nuage de points, c'est de faire passer une droite à travers, de cette manière-là, qui va avoir une équation du type y est égal à ax plus b, où a c'est le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. Et ce qu'on pourrait avoir envie de dire, c'est que y1 c'est à peu près ax1 plus b, que y2 c'est à peu près ax2 plus b. Alors naturellement, quand je fais ça, c'est pas exact parce que les points qu'on a représentés sur le nuage ne sont pas sur la droite rouge. Mais à défaut, on peut essayer de se demander à quel point sont-ils proches du point correspondant sur la droite. Pour ça, il convient de représenter certaines grandeurs. Par exemple, cette quantité-là, que j'appelle delta 1, ça mesure un certain écart qu'il y a entre le point du nuage et le point qui lui correspondrait sur la droite. De même, delta 2 correspondrait à un certain écart qu'il y a entre le point x2, y2 et le point qui lui correspondrait sur la droite. Je représente ainsi de la même manière delta 3 et delta 4, sachant que je mets des flèches dans le sens où ces quantités peuvent être négatives ou positives, selon que le point du nuage soit en dessous ou au-dessus du point qui lui correspondrait sur la droite. Donc en quelque sorte, les delta i, ils mesurent à chaque fois une erreur qu'on fait en approximant un point du nuage par un point de la droite en rouge. Alors la question qu'on peut se poser, à présent, c'est pourquoi y a-t-il un carré dans la somme qu'on considère ? Pourquoi ne se contente-t-on pas de sommer les delta i ? Eh bien tout simplement, on met le carré pour éviter que les erreurs ne se compensent. On veut faire en sorte que dans ce modèle, une erreur négative ne puisse pas compenser une erreur positive. Un remède eût été de prendre des valeurs absolues sur les delta i, ce qui aurait fourni un modèle mathématique tout à fait convenable, mais ici dans cette émission, on considère la droite des moindres carrés. Et c'est à ça que fait référence le carré qu'on met ici. Donc faisons un peu de place et tâchons de s'approprier un peu plus la quantité delta AB qu'on va calculer dans quelques instants. On pourrait supposer que yi, c'est une mesure qu'on range dans une série statistique, que axi plus b, c'est une approximation de yi qui est réalisée à partir de la droite, et que en faisant la somme des delta i au carré, on obtient une certaine quantité qu'on pourrait appeler l'erreur totale, dans le sens où si cette erreur est nulle, par exemple, ça voudrait dire que la somme des carrés est nulle, et ça voudrait dire, petit exercice, que tous les points du nuage sont exactement sur la droite. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'erreur. Au contraire, si tu voulais te représenter à quoi correspondrait un delta AB qui est très grand, eh bien voici une illustration. Je pourrais essayer de dire que les points du nuage sont à peu près sur cette droite-là. Alors tu te doutes, ici, que cette approximation-là, elle n'est pas d'une grande qualité. Si la première approximation à gauche, on peut dire qu'elle est pas trop mal, même si je l'ai tracée un peu au hasard, je dois t'avouer, celle de droite, je suis sûr que c'est une horreur absolue du point de vue de l'erreur totale delta AB. Alors maintenant, que nous dit ce théorème ? Eh bien, interprété comme ça, selon ce type d'illustration, ce théorème nous dit qu'il existe un unique couple coefficient directeur ordonné à l'origine, donc une unique droite qui approxime
au mieux le nuage de points. Ça veut dire que l'erreur totale est la plus petite possible. Il n'y a qu'une seule droite, qui devrait ressembler un peu à la droite de gauche que j'ai tracée. Mais il n'y a aucune raison que ce soit exactement celle-là, encore une fois parce que je l'ai tracée à la main. Et cette droite-là, d'équation y est égale à a chapeau x plus b chapeau, on l'appelle la droite des moindres carrés associée à ces séries statistiques. C'est celle qui fournit la meilleure approximation, au sens des moindres carrés, de ce nuage de points. Pour terminer cette étude préliminaire, on va examiner deux hypothèses qui sont faites dans ce théorème. Pourquoi s'agit-il de supposer que n est plus grand que 2 ? Eh bien tout simplement, si on dispose de deux séries statistiques qui ne comportent chacune qu'une seule valeur, il y aurait une infinité de droites qui passent par le point x1, y1 et qui fournirait une erreur égale à 0. Donc ici, on n'aurait pas unicité de la droite des moindres carrés, mais surtout cette droite ne servirait à rien. L'idée des statistiques, c'est d'étudier le grand nombre, donc étudier des statistiques avec une seule valeur, ça n'a juste aucun sens. De même, on peut expliquer très simplement le fait qu'on suppose que les xi ne sont pas tous égaux. S'ils étaient égaux, tous les points seraient alignés selon une droite verticale. Par conséquent, chercher une approximation de la forme y égale ax plus b, c'est pas très malin. Une approximation beaucoup mieux, qui serait d'ailleurs exacte, serait réalisée par une droite d'équation x égale une constante, la valeur qu'on aurait obtenue à chaque fois dans la première série statistique. À nouveau, en prenant un peu de recul sur l'utilisation des statistiques, si un mathématicien se retrouve face à une série statistique dans laquelle il n'y a qu'une seule valeur, il ne va pas du tout avoir envie de réaliser une approximation au sens des moindres carrés. Il va plutôt se demander, par exemple, s'il n'y a pas une erreur dans l'échantillon de données dont il dispose, tout simplement. À partir de là, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour se lancer sereinement dans la démonstration. Cette première partie de la démonstration, je vais l'appeler le développement d'une vie. On va choisir AB, un couple de réels, et on va essayer de calculer cette quantité-là, delta AB. En effet, tout l'enjeu de cette démonstration, c'est de réaliser, en quelque sorte, l'étude de cette fonction à deux variables. Au lycée, on ne dispose pas vraiment d'outils très appropriés pour réaliser cela. Mais ce dont on peut s'apercevoir à première vue, c'est que si on développait le tout, on obtiendrait une expression qui contiendrait des termes constants de degré 1 et de degré 2, en A et en B. Donc on se doute ici que dans cette démonstration, on va faire appel à un moment à la théorie qu'on connaît sur les trinômes du second degré. Mais avant de faire ça, il nous faut une expression développée. On se lance donc dans ce calcul. On va dire que delta AB, c'est la somme de i égale 1 à n, des yi au carré, moins 2yi facteur de axi plus b, plus axi plus b au carré. Donc ici, j'ai utilisé l'identité remarquable a moins b au carré, avec dans le rôle de a, yi, et dans le rôle de b, axi plus b. À présent, on voit qu'on peut encore développer à l'intérieur des grandes parenthèses. On peut dire que cette quantité qu'on vient de calculer vaut la somme des yi carré, qu'on laisse tranquille, moins 2axi yi moins 2byi. Attention ici au développement du signe moins avec la parenthèse. Et enfin, on a encore une identité remarquable de la forme a plus b au carré, ce qui nous donne a carré xi carré, plus 2ab xi, plus b carré. À partir de là, on peut utiliser la linéarité de la somme pour éclater cette somme en plusieurs parties. On pourrait dire que ça vaut la somme des yi carré, moins 2a que multiplie la somme des xi, yi, donc il s'agit ici d'une mise en facteur, on a mis en facteur 2a, moins 2b fois la somme des yi, à nouveau une mise en facteur, plus a carré somme des xi carré, plus 2ab somme des xi, plus la somme des b carré. À ce stade du calcul, tu pourrais avoir envie de vérifier que tu n'as pas fait d'erreur. La première chose que tu peux vérifier, c'est que tous les symboles qui comportent un i en indice doivent être rangés à droite d'un symbole somme, obligatoirement. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est entourer le signe moins qu'il y a ici et repérer à quels endroits il se retrouve dans les termes suivants, en l'occurrence ici et ici. De la même manière, le signe plus qu'il y avait à l'origine, on le retrouve à la deuxième ligne ici et à la troisième ligne ici. Lorsque tu développes une expression qui comporte beaucoup de termes, ces petits repères graphiques peuvent t'aider à savoir si tu n'as pas oublié un terme, par exemple. Alors à ce stade, le développement est plus ou moins terminé. Seulement, on se dit ici
qu'il serait bon, disons, d'introduire quelques notations, puisqu'ici c'est pas très agréable à manier, notamment si on s'apprête à faire des calculs par la suite. Pour cela, je te propose de calculer 1 sur n delta AB. Et j'expliquerai pourquoi on met le 1 sur n devant dans quelques instants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement développer le 1 sur n et le distribuer à chacun des termes qui apparaît. Donc ça nous donne 1 sur n fois la somme des yi carré, moins 2a fois 1 sur n somme des xi, yi, et ainsi de suite, on distribue ce 1 sur n de partout. Seulement, je vais simplifier le dernier terme. En effet, on a 1 sur n que multiplie la somme des b carrés, c'est-à-dire b carré plus b carré plus b carré, n fois. Donc au final, cette somme, ça fait n fois b carré, ce qui nous permet de voir apparaître une simplification et de dire que le dernier terme, ça vaut tout simplement b carré. Et maintenant, je te propose les notations promises à la ligne précédente. La première quantité ici, 1 sur n somme des yi carré, je te propose de noter ça, y carré bar. De la même manière, 1 sur n somme des xi, yi, je te propose de noter ça, xy bar. Encore une fois, de même, je te propose de noter 1 sur n somme des yi, y bar. Et en fait, c'est de là que vient l'idée d'introduire le 1 sur n. C'est que 1 sur n fois la somme des yi, c'est la moyenne de la série statistique. Et la moyenne, en général, on la note y bar. Donc en fait, tout ce que je note avec des barres, ce sont des moyennes de certaines séries statistiques. Par exemple, la première, y carré bar, serait la moyenne de cette série statistique-là, y1 carré jusqu'à yn carré. De la même manière, xy bar serait la moyenne de la série statistique des xi, yi, etc. Donc on continue comme ça, et on peut introduire x carré bar et x bar. Dans la dernière ligne, on va tout simplement rassembler les termes qu'on obtient dans cette expression-là, selon les puissances de b. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul terme en b carré, c'est b carré lui-même. Les termes en b, il y en a deux, ici et ici. Donc on peut écrire ça en mettant b en facteur, b facteur de 2a x bar moins 2y bar. Et enfin, il y a trois termes constants qu'on rassemble ainsi en utilisant les notations y carré bar moins 2a xy bar plus a carré x carré bar. Voilà qui termine la première partie de la démonstration. On a développé l'expression grâce à des identités remarquables et on a introduit certaines notations de manière à alléger un peu le tout et au moins repérer ici, d'une manière assez visuelle, ce qu'on pourra interpréter comme un trinôme du second degré en la variable b. Donc quel est le but à ce stade ? Eh bien je prétends que le but, c'est de rendre cette quantité minimale. Puisque minimiser 1 sur n delta AB, ça revient exactement au même que de minimiser delta AB. Bien entendu, les valeurs minimales de ces deux quantités sont différentes, mais le couple AB en lequel cette valeur minimale est atteinte, ça va être le même. À présent, on va se faire un peu de place et on va recopier le résultat qu'on a obtenu. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a calculé, pour toute paire de réels AB, 1 sur n que multiplie delta AB. Et on a obtenu cette expression qu'on rassemble selon les puissances de B. Et donc on disait que le but, c'était de rendre cette quantité minimale. Donc on va se lancer dans la deuxième partie de la démonstration que je vais appeler interlude. En effet, je vais avoir besoin de deux petites propriétés, l'une sur les trinômes du second degré et l'autre sur la variance d'une série statistique. Dans un premier temps, si tu souhaites ne pas perdre le fil de la démonstration, tu pourras passer directement à la dernière partie de cette démonstration. Pour cela, tu retrouveras tous les repères temporels nécessaires en description. De mon côté, je vais réaliser la démonstration d'une première propriété sur les trinômes du second degré. On va choisir alpha, bêta et gamma, trois réels tels que alpha est strictement positif, et on va introduire la quantité delta, qui est bêta carré moins 4 alpha gamma. Donc tu reconnaîtras ici le discriminant d'un trinôme du second degré. J'ai utilisé des lettres grecques parce que les lettres A et B sont déjà prises par l'énoncé de mon théorème. Si cela te gêne, tu peux tout simplement remplacer alpha, bêta et gamma par les lettres A, B et C. Je vais dire que la fonction qui a x associe alpha x carré plus bêta x plus gamma, elle admet un minimum sur R,
qui vaut moins delta sur 4 alpha et qui est atteint uniquement en le point x0 qui vaut moins bêta sur 2 alpha. On peut produire ici une petite représentation graphique pour comprendre un peu d'où ça sort. La fonction dont il est question, on peut la représenter par une parabole de cette sorte-là, puisque alpha est supposé strictement positif. Et on peut représenter ici qu'effectivement, il n'y a qu'un seul point sur les abscisses qui correspond au minimum de cette fonction, qui vaut moins bêta sur 2 alpha, donc ça on l'écrit, on n'a aucun moyen pour l'instant de savoir que c'est ça, et la valeur correspondante sur les ordonnées, c'est moins delta sur 4 alpha. Donc c'est un résultat qu'on peut contrôler dans une certaine mesure, puisqu'on observe sur le dessin que le discriminant il est strictement positif, puisqu'on voit la présence de 2 racines, ici, et donc moins delta sur 4 alpha, c'est une quantité qui est strictement négative. En effet, on a représenté ici un minimum qui était négatif. Donc je t'invite, si tu le souhaites, à dessiner les autres cas pour le discriminant. Remarque bien ici que j'ai choisi alpha strictement positif et que je ne traiterai pas le cas où alpha est strictement négatif, qui donnerait un maximum plutôt qu'un minimum. La démonstration de cette propriété, je vais l'appeler forme canonique. C'est une manipulation très classique, utile pour calculer les extrémas de différentes fonctions, que ce soit à une ou à plusieurs variables. En quoi consiste donc cette forme canonique ? Eh bien on va dire que pour tout réel x, alpha x carré plus bêta x plus gamma, on peut l'exprimer comme ceci. La première étape va consister à mettre le coefficient dominant en facteur, c'est-à-dire à écrire alpha, facteur de x carré, plus bêta sur alpha x, plus gamma sur alpha. Et la deuxième étape, qui est vraiment le cœur de cette idée de forme canonique, c'est de reconnaître ici le début d'une identité remarquable. On essaye de faire fonctionner la formule a carré plus 2ab plus b carré, qui vaut a plus b, le tout au carré. Alors comment je pourrais choisir a et b de manière à ce que ça corresponde aux termes dont on dispose ? Eh bien je pourrais écrire que ça vaut alpha que multiplie x plus bêta sur 2 alpha, le tout au carré. De cette manière, quand on développe, on va bien tomber sur x carré plus bêta sur alpha x. Seulement, il y a un terme en trop, si je fais ça, puisque je n'ai ici que a carré plus 2ab. Le b carré, je ne l'ai pas. Eh bien ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va le retrancher. On va écrire que a carré plus 2ab, qui sont les termes qui sont soulignés en rouge, encore au tableau, c'est a plus b au carré moins b carré. Donc ici je vais recopier le gamma sur alpha, qui vient de la ligne du dessus, mais je vais retrancher bêta carré sur 4 alpha carré, ce qui correspond au moins b carré dans la bulle. Donc on va poursuivre un tout petit peu le calcul, puisqu'il s'avère que ça se simplifie un peu. On va dire que ça vaut toujours alpha que multiplie cette quantité-là au carré, mais si on réduit les deux termes qui restent au même dénominateur, on s'aperçoit qu'on obtient 4 alpha gamma moins bêta carré au numérateur, et que c'est ici l'opposé du discriminant delta qu'on a introduit à gauche du tableau. Donc l'expression qui nous reste, c'est moins delta sur 4 alpha carré. Maintenant on se repose la question, quand est-ce que cette quantité-là est minimale ? Et surtout, quel a été l'intérêt de mettre cette expression-là sous forme canonique ? Eh bien déjà, ce qu'on va se dire, c'est que alpha est strictement positif. Donc il va s'agir de minimiser ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. Et il n'y a que x à un seul endroit à l'intérieur du crochet. C'est dans la parenthèse qui contient le carré. On va se demander ici comment faire pour rendre ce carré minimal. Alors je te laisse réfléchir quelques instants, tandis que j'écris que comme alpha est strictement positif, et que x plus bêta sur 2 alpha au carré est positif, puisque c'est un carré, on va dire que l'expression qu'on considère est minimale lorsque le carré est nul. On ne peut pas le rendre négatif, la seule chose qu'on peut faire pour vraiment faire en sorte qu'il soit le plus petit possible, c'est de le mettre égal à 0. Et ça va être le cas si et seulement si on se place pour x qui vaut x0 égale à moins bêta sur 2 alpha. Dans ce cas, le carré est nul, les alphas vont se simplifier, et la valeur du minimum qu'on va obtenir, c'est moins delta sur 4 alpha. Ce qui termine la démonstration de cette première propriété, à laquelle on fera appel lorsqu'on reprendra la démonstration du théorème principal tout à l'heure. À nouveau, on va faire un peu de place et démontrer une deuxième propriété intermédiaire qui porte sur la variance d'une série statistique. Dans cette propriété, on va dire que la variance d'une série statistique x1 jusqu'à xn s'exprime comme ceci. Ça vaut 1 sur n
que multiplie la somme des xi moins x bar au carré. Mais on va dire que ça s'exprime aussi comme 1 sur n somme des xi carré moins 1 sur n somme des xi, le tout au carré. Et avec les notations qu'on a introduites un peu plus tôt, ça donne donc x carré bar moins x bar au carré. Précisons ici quelque chose. Sur la première ligne, il s'agit de la définition même de la variance d'une série statistique. Le résultat de la propriété, c'est ce qui apparaît sur la deuxième ligne. Et enfin, sur la troisième ligne, il s'agit du résultat qu'on a écrit à nouveau grâce aux notations qu'on a introduites plus tôt dans cette émission. Donc si tu fais un peu de probabilité, ça pourra te rappeler ici l'expression de la variance qu'on obtient par la formule de Huygens. La variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. On retrouve donc ici deux propriétés extrêmement similaires, entre d'un côté les statistiques et de l'autre les probabilités. Si tu ne vois pas de quoi je parle, ce n'est pas grave du tout, puisque ce qui m'intéresse ici, c'est que par conséquent, comme corollaire de cette expression-là de la variance, on arrive à démontrer que x carré bar moins x bar carré, c'est un réel qui est positif, dans le sens où il s'exprime comme une somme de carrés, par définition même de la variance, et que cette quantité-là est nulle si et seulement si tous les xi sont égaux. Et s'ils sont égaux à x bar, ils sont égaux à leur moyenne. Par exemple, si toutes tes notes en mathématiques ont été identiques, alors chacune de ces notes représente aussi la moyenne générale que tu auras en mathématiques, tout simplement. Lançons-nous dans la démonstration, que je vais appeler non pas le développement d'une vie, comme tout à l'heure, mais plutôt un simple développement. En effet, il va s'agir de reproduire la même technique, mais dans un cas plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la définition, et qu'on va utiliser l'identité remarquable a moins b au carré. Donc si on fait ça, on va dire que 1 sur n fois la somme des xi moins x bar au carré, ça vaut 1 sur n fois la somme des xi carré moins 2xi x bar plus x bar carré. Comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser cette somme en 3, on va rassembler les termes d'une autre manière, pour obtenir 1 sur n somme des xi carré, moins 2x bar qu'on met en facteur, fois 1 sur n somme des xi, plus 1 sur n somme des x bar carré. Donc on peut faire la même chose que tout à l'heure, en repérant où sont passés les signes moins et les signes plus, pour éviter par exemple de faire des erreurs de signes à cet endroit. Donc avec les notations qu'on a introduites plus tôt dans cette émission, le premier terme qu'on voit apparaître ici, c'est x carré bar, le deuxième, c'est 2x bar que multiplie x bar, et enfin le dernier, on peut le calculer, dans la mesure où dans la somme, il y a x bar carré plus x bar carré, etc. n fois, et donc ça vaut finalement 1 sur n fois n x bar carré, et donc une simplification apparaît, comme tout à l'heure. On voit un x bar fois x bar qui apparaît, donc ça nous donne à nouveau x bar carré, et donc on va avoir droit à une nouvelle simplification qui nous permet d'aboutir sur x carré bar moins x bar carré. Ce qui nous démontre la première partie de la propriété. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est comme le carré d'un nombre réel est positif, eh bien x carré bar moins x bar carré, c'est un nombre positif d'après ce résultat. En effet, ce qu'on dit, c'est que cette quantité-là, elle s'obtient comme une somme de termes positifs, donc c'est une quantité positive. Dans la dernière partie de cette propriété, on va se demander quand est-ce que cette quantité est nulle. Et à nouveau, on va utiliser le même argument. On va dire que cette somme de termes positifs est nulle, si et seulement si tous les termes qui la constituent sont nuls. C'est-à-dire que notre quantité vaut 0, si et seulement si pour tout entier i compris entre 1 et n, xi est égal à x bar. C'est la seule façon de rendre tous les carrés égaux à 0. Ce qui termine la démonstration de cette propriété. Donc dans le théorème principal, il est important de remarquer que justement, on a supposé que les xi n'étaient pas tous égaux. Donc cette propriété nous permet de dire que x carré bar moins x bar carré est une quantité strictement positive, ce qui va être un ingrédient essentiel dans la démonstration du théorème principal qu'on va reprendre maintenant. Donc c'est ici que je te retrouve si tu as sauté la démonstration des deux propriétés intermédiaires, pour une deuxième partie de cette démonstration qu'on va appeler le grand dénouement. Ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre la quantité 1 sur n delta AB minimale. Seulement, ici, on a ce qu'on pourrait appeler un petit accroc. Il s'agit de minimiser une fonction à deux variables. Donc les outils que tu as l'habitude d'utiliser, la dérivée, les tableaux de variation,
ne sont pas utilisables telles quelles dans ces circonstances-là. Pour contourner ce problème et parvenir à triompher de ces âpres difficultés, je vais te présenter une idée. On va imaginer qu'on dispose d'une classe qui comporte 3 élèves et que chacun de ces élèves a obtenu 4 notes. Donc le premier élève a obtenu ces 4 notes-là, qu'on va appeler delta 1,1, delta 1,2, delta 1,3 et delta 1,4, le premier 1 faisant référence au fait que ce soit le premier élève, et le deuxième paramètre, 1, 2, 3, 4, faisant référence au numéro de l'interrogation correspondant à chacune des notes. Voici donc un deuxième élève, qui a obtenu de même 4 notes, où le premier paramètre vaut toujours 2, puisqu'il s'agit du deuxième élève, et enfin, un troisième élève qui a obtenu 4 notes. Et le but, ça va être de proposer une méthode qui puisse se généraliser, de manière à déterminer le minimum de toutes les notes qui sont apparues ici, c'est-à-dire de ces 12 notes-là. Et l'idée principale, ça va être de regarder le minimum des notes dans un premier temps, élève après élève. Donc on va écrire ici Marcel après Marcel, dans le sens où, par le plus grand des hasards, les 3 élèves s'appellent Marcel, dans cette classe. Donc le premier Marcel a peut-être obtenu sa note minimale à la deuxième interrogation, donc cette note je vais l'appeler mu1. Le deuxième Marcel, on va dire qu'il a obtenu sa note minimale à la quatrième interrogation, note que je vais appeler mu2. Et enfin, le troisième Marcel a obtenu sa note minimale à la première interrogation, note que je vais appeler mu3. Donc la première étape que je te propose, ça consiste à identifier, pour A fixé, c'est-à-dire lorsqu'on fixe la première variable, pour un Marcel donné, on va identifier la valeur minimale, mu-A, des notes qui apparaissent. Que reste-t-il à faire, une fois qu'on a réalisé cette première étape, pour déterminer le minimum de toutes les notes? Eh bien, très simplement, il ne reste plus qu'à identifier le plus petit de tous les mu-A. Je vais prendre le minimum de toutes les notes minimales des Marcel. Donc ici, je vais faire un dessin un peu plus général, en se disant qu'on a une infinité de notes minimales, comme dans l'exemple qu'on va traiter dans le cas de notre théorème, et ce qu'on va chercher à déterminer, eh bien c'est le minimum de la fonction qui a A associe mu-A. Donc allons-y maintenant, et mettons en œuvre la première étape de cette idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer A. On va dire soit A dans R. Et on va dire que la fonction qui a B associe 1 sur n delta AB, d'après ce qu'on a fait dans la première partie de la démonstration, c'est une fonction trinôme du second degré, dont le coefficient dominant est strictement positif. En effet, on repère ici, une fois que A a été fixé, un trinôme en B, et devant B carré, il y a le coefficient 1, qui est bien strictement positif. Donc d'après la première propriété qu'on a démontrée sur les trinômes du second degré, que j'avais symbolisé comme ceci, cette fonction-là admet un minimum sur R, qui est atteint en un unique point B. Donc si on reprend brièvement un énoncé de cette propriété, on disait qu'une fonction qui a x associé alpha x carré plus bêta x plus gamma, où alpha était strictement positif, admettait un minimum en x0 qui vaut moins bêta sur 2 alpha, et ce minimum avait pour valeur moins delta sur 4 alpha. Donc ici, en repérant que alpha vaut 1, que bêta vaut 2a x bar moins 2y bar, et que gamma vaut y carré bar moins 2a xy bar plus a carré x carré bar, on dit que ce point-là B, ça vaut moins 2a x bar moins 2y bar, divisé par 2 fois 1, que j'écris tout simplement comme 2. Donc en l'occurrence, on peut diviser en haut et en bas par moins 2, pour obtenir finalement y bar moins ax bar. Et ce minimum, il vaut donc moins delta sur 4 alpha, donc ce qu'on va écrire c'est d'abord moins 1 quart, ce qui correspond à moins 1 sur 4 alpha, puisque alpha vaut 1, et enfin, il nous reste le delta, qui vaut 2ax bar moins 2y bar au carré, moins 4, que multiplie y carré bar moins 2a xy bar plus a carré x carré bar. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette énorme parenthèse, ce n'est rien que le delta. À présent, on va tâcher de simplifier cette expression. On voit dans un premier temps que le moins 1 quart qu'il y a ici et le moins 4 qu'il y a de l'autre côté vont se simplifier immédiatement. Donc on va écrire ces termes en premier. En développant, on obtient y carré bar moins 2a xy bar plus a carré x carré bar. Et il va nous rester les termes du début, c'est-à-dire moins 1 quart que multiplie 2ax bar moins 2y bar au carré. En développant ceci grâce à une identité remarquable, on obtient moins 1 quart facteur de 4a carré x bar carré, moins 8a
x bar y bar plus 4 y bar carré. Et on voit qu'à nouveau, une simplification par 4 apparaît, ce que tu aurais aussi pu faire de tête si tu es à l'aise dans les calculs. Maintenant, comme dans la première partie de la démonstration, on va rassembler les différents termes selon les puissances de A. En l'occurrence, A carré se trouve en facteur de deux termes, x carré bar et moins x bar carré. De la même manière, A se trouve en facteur de deux termes, 2x bar y bar, puisqu'il y a deux signes moins, et moins 2 xy bar. Et enfin, il y a deux termes qui ne sont pas multipliés par A, qui sont y carré bar et moins y bar au carré. Donc ça termine la mise en œuvre de la première étape de l'idée Marcel après Marcel. Finalement, en reprenant l'analogie de tout à l'heure, on a la note minimale de chaque Marcel à ce stade. La seule chose qui nous reste à faire, c'est comprendre pour quelle valeur de A cette quantité-là est minimale. Par chance, on a à nouveau affaire à un trinôme du second degré. Donc on va à nouveau pouvoir utiliser la propriété qu'on a démontrée tout à l'heure, et dont il reste quelques traces à l'intérieur de la bulle. Seulement ici, les valeurs de alpha, bêta et gamma ont changé. Alpha vaut x carré bar moins x bar carré, bêta vaut 2x bar y bar moins 2xy bar, et gamma vaut y carré bar moins y bar au carré. Et ce qu'on va dire, c'est que la fonction qui a a associe mu a est, d'après ce qui précède, une fonction trinôme du second degré. Et son coefficient dominant, x carré bar moins x bar carré, c'est un coefficient qui est strictement positif. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser la propriété de tout à l'heure. Et pourquoi est-il strictement positif ? Eh bien ça vient de la deuxième propriété qu'on a démontrée sur la variance d'une série statistique. Et on va dire qu'on peut l'utiliser, puisque par hypothèse, la série statistique des xi contient au moins deux valeurs distinctes. Donc la variance est strictement positive. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que par la première propriété, sur les trinômes du second degré, qu'on a déjà utilisé une fois, on va l'utiliser une deuxième fois, en disant que cette fonction admet un minimum sur R, qui est atteint uniquement en, donc la formule c'était moins bêta sur 2 alpha, donc ici ça vaut moins 2x bar y bar moins 2xy bar, divisé par 2 fois x carré bar moins x bar carré. En divisant le tout par 2, ça nous donne finalement xy bar moins x bar y bar, divisé par x carré bar moins x bar carré. Et donc ça termine la démonstration, et ça nous permet de conclure, puisque finalement, on a démontré qu'il existait un unique couple AB de réels, tel que 1 sur n fois delta AB, mais aussi du coup delta AB, cette somme des yi moins axi plus b, le tout au carré, est minimale. Et en plus de ça, on en dispose de cet unique couple. A chapeau, c'est la quantité qu'on vient de calculer, qu'on vient d'encadrer, et de l'autre côté, B chapeau, en regardant sur le tableau de gauche, eh bien ça va être y bar moins A chapeau x bar. Tu pourras vérifier pour contrôler ce résultat, par exemple, que si tu prends deux séries statistiques identiques, tu vas trouver A chapeau égale 1 et B chapeau égale 0, ce qui est tout à fait logique, et je t'invite à y réfléchir. Je te laisserai quelques indices à ce propos dans la description. Quoi qu'il en soit, on a terminé cette démonstration. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.